Marilyn Gagné, tu es la présidente et fondatrice de l'entreprise Dermapure, le plus grand réseau de cliniques de médecine esthétique au Canada. L'entreprise que tu as fondée en 2009 a grandi de manière totalement ahurissante en ayant aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de dollars à l'année. Marilyn Gagné, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Puis une petite mention, on est tout près de 200 millions, on l'a toujours pas traversé. Alors je veux toucher du bois pour être certaine qu'on va le traverser. Donc, mais oui, on est tout près de ce chiffre d'affaires-là. Là. J'imagine qu'on passe à la grandeur moyenne d'entreprise. Oui, c'est rendu très, très grande entreprise, effectivement. Puis, à mon avis, à la vitesse que vous êtes, que vous avez eu dans les dernières années, vous devriez l'atteindre assez rapidement. Et parlons-en peut-être un petit peu, Marilyn, pour débuter le podcast de ces années, 14 ans de croissance formidable. Mais j'aimerais que tu puisses peut-être bien expliquer à notre audience, avant toute chose, Thermapure, qu'est-ce qui vous distingue un petit peu de votre compétition? Qu'est-ce qui fait en sorte que vos clients, qui sont autant nombreux, vous choisissent jour après jour? Ben en fait, effectivement, il y a beaucoup de compétition sur le marché. Puis le marché est segmenté. On entend beaucoup parler des réseaux qui sont un peu plus des réseaux d'épilation, qui vont offrir une diversité de soins. Tandis que Dermapur, quand on l'a lancé, on a vraiment commencé par le plus haut niveau de soins, là, des soins de très haute qualité, bon, qui resserrent la peau, qui travaillent sur les parties du corps, donc des technologies très puissantes, une équipe médicale importante derrière tout ça pour être certain qu'on a l'approche la plus sécuritaire possible, la plus intègre possible et aussi de rester dans le très haut de gamme avec toujours en tête les résultats naturels. Fait que pour moi, Dermapur, c'est un gym de la peau. Hmm. C'est à peu près n'importe quoi sur le marché. Les gens ont peur de ce qui se fait. Ils ont peur de venir en clinique à cause de tout ce qu'on voit qui est parfois étrange. Donc, nous, on se distingue par notre approche très médicale, haut de gamme, résultats naturels, c'est ce qui nous distingue et on a un purpose vraiment de empower la confiance des gens en général, donc que ça soit des gens qui ont des problèmes d'acné, de rosacée, donc des petites applications médicales, et aussi les défis du vieillissement de la peau, du visage et du corps qu'on retrouve un peu plus chez important passé 40 ans. Hmm. La femme est encore plus touchée là, après la ménopause. Fait en somme, ça, c'est notre marché, c'est ce qu'on vise. Et on peut pas être tout, mais dans le segment haut de gamme, on est devenu numéro un au Canada, mais par le fait même, on a une position, bon, apparemment au niveau mondial aussi, dans le segment haut de gamme. Donc là, on se dit, oh mon Dieu, il faut être le leader le plus responsable et Hmm. garder cette position-là. Et ce, en 14 ans seulement. C'est totalement formidable. Et abordons un petit peu ensemble cette histoire de croissance, Marilyn. Tu as lancé l'entreprise à Sherbrooke en 2009, mais je pense qu'à la base, tu habitais à Montréal, tu as déménagé là-bas. Tu commences avec une succursale. Au départ, est-ce que tu te voyais davantage à terme avec une succursale que tu pourrais gérer, que ce soit une entreprise locale, intéressante, profitable, ou dès le départ, tu savais très bien que les envies de croissance, ça te connaissait? En fait, non, je pensais faire une seule clinique, me créer un super emploi. Je savais que j'allais réussir au moins localement, mais j'avais aucune pensée. Tu sais, bon, c'était ma première business. J'avais aucune pensée de croissance, d'hyper-croissance. Pourtant, j'ai un background en vente, puis je suis vraiment quelqu'un de compétitif et je me vois comme une builder, là, vraiment. Donc, c'était en moi, mais j'avais même pas figuré que j'allais en faire plusieurs. C'est vraiment avec le succès rapide de Sherbrooke. J'ai été aussi beaucoup dans les médias, les émissions du matin, Deux filles le matin, tout ça. Puis les gens me disaient, on croit en toi, tu sais, t'expliques les choses de façon très simple, on a confiance. Donc les gens venaient de partout au Québec vers Sherbrooke et c'est devenu vraiment évident pour moi d'aller vers les clients. Donc, j'ai ouvert rapidement Québec et Montréal dans les 3 premières années là, pour aller vers les clients et pouvoir les servir. Hmm. Et je pense qu'au départ, il y avait certaines complications. Peut-être que tu n'avais pas encore trouvé ta bonne offre sur la bonne clientèle. Les temps étaient sensiblement durs. Tu perdais quand même beaucoup d'argent au départ jusqu'à un certain moment où tu as ajusté ton offre de service. Tu t'es rendu compte qu'au final, on doit se spécialiser avant peut-être d'aller chercher une clientèle qui est plus large. Est-ce que tu peux nous ramener à ce moment-là pour bien expliquer à l'audience quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené sur un chemin de croissance?
Ben, en fait, c'est ça, la première année, j'ai ouvert en avril, avec toutes les bonnes intentions. Tout était organisé autour de ma petite clinique, mais j'avais pas prévu que je pouvais perdre de l'argent, tu sais, une fois que le loyer est payé, les équipements, l'amortissement, tout ça. Et là, j'avais pris une extra marge de crédit personnel pour soutenir la première clinique. Puis, au mois d'octobre environ de cette année-là, donc 6 mois plus tard, je devais avoir perdu 10 000 par mois, 50 000 Hmm. au bilan. Puis je me disais, bon, on avait une plateforme à l'époque qui faisait un peu tous les types de soins, entre autres l'épilation. Puis j'ai commencé à louer des équipements beaucoup plus haut de gamme de certains Hmm. médecins pour offrir ces soins-là très premium. Et j'ai réalisé que pour moi, là, c'était vraiment mon créneau. Je voulais aller là. J'ai changé mon offre de service. Je me suis adaptée rapidement pour aller dans le luxe, en fait, là, au niveau des services. J'avais un background, là, tu sais, j'ai travaillé 5 ans pour Hugo Boss, donc je comprends aussi le choix d'être dans le segment de luxe et tout ça. Et c'est là qu'on voulait se positionner vraiment, plateforme plus performante, médecin dans chaque clinique et tout ça. Donc, j'ai raffiné l'offre en passant d'une petite clinique de Sherbrooke locale où est-ce qu'on fait de l'épilation, des tâches, un petit peu d'injection, à on offre vraiment l'ensemble des services très haut de gamme qui existent dans le monde avec le support des médecins, tout ça. Fait qu'en 6 mois, j'ai viré mon modèle pour aller vers évidemment un modèle plus profitable pour moi, puis plus profitable pour les patients avec les résultats. Hmm. Et parlons-en un petit peu de ce changement, de ce pivot de modèle. Comment qu'on l'aborde? Parce que je pense que beaucoup de gens qui peuvent nous écouter aujourd'hui, qui sont dans une catégorie de prestation de services, parce qu'au final, c'est ça, hein, on a des produits, on a certaines machines, mais on a besoin de gens qui les opèrent, ces machines-là. Donc, on reste dans le service. Qu'est-ce que ça prend et où on doit commencer si on veut pivoter un petit peu notre organisation qui est davantage peut-être sur des services pour monsieur et madame tout le monde à un service très précis? Est-ce que ça passe obligatoirement par un changement de marketing, un changement de personnel, peut-être même des fois un changement de nom? Effectivement, c'est toutes des bonnes questions. Là. Moi, j'ai pas changé de nom, j'ai pas changé d'équipe qui était déjà très performante à l'époque, mais c'est sûr que toute l'approche communicationnelle, j'ai passé vitement comme je dis, de la petite clinique locale à recevoir les gens, à dire on va être la plus grande clinique au Québec, un centre rempli des technologies les plus performantes. Donc, oser se projeter, en fait, oser Hmm, devenir quelque chose d'autre. C'est certain que c'est connu quand on est dans un marché niche où est-ce qu'il y a plus de marge. Tu sais, ça prend le courage de s'en aller là. Puis je pourrais dire aux auditeurs, tu sais, oui, la masse, c'est un choix. Les marges sont beaucoup plus basses. Tandis que quand on décide de se raffiner puis d'avoir un secteur niche où est-ce qu'on contrôle plus nos marges, ben, tu sais, ça nous permet de grandir. bien sûr. Comme à la vitesse à laquelle on a fait, on a toujours réinvesti. Tu sais, moi, j'ai jamais sorti une dividende en 15 ans de Dermapur, là. Tu sais, tout est Wow. toujours réinvesti. C'est même pas une conversation qu'on a avec les autres actionnaires, c'est on réinvestit pour grandir. Donc, c'est sûr qu'on a mis en place un modèle qui nous permet de rêver, en tout cas, d'un jour être à l'international. Mais je pense que ce jour-là est beaucoup plus proche qu'on le pense. Bon, un autre point qui est assez fascinant dans ton histoire de croissance, et je pense que tu en as parlé un petit peu plus tôt, euh, très rapidement, tu as compris le monde des communications. On te voit à la télévision, dans les magazines également. Un terme en anglais qui est utilisé souvent, c'est ce qu'on appelle le earn media, c'est-à-dire trouver une façon que les gens parlent de nous, que ce soit par la presse, que ce soit par des interviews, que ce soit par des podcasts même. Est-ce que pour toi, c'était clair dans ton approche marketing, dans ton plan marketing à l'époque de dire, j'ai peut-être pas les budgets marketing des gros joueurs, mais je sais comment faire parler nous. Comment tu abordais un petit peu la phase de commercialisation de Dermapur à l'époque? En fait, j'ai croisé le chemin d'une fille de PR là, qui me dit, il faut t'amener dans les émissions, tout ça. Moi, j'ai un côté éducationnel fort, c'est ce que je veux faire avec les patients. Puis, en fait, j'étais pas tant consciente de mes forces de communicatrice, surtout Hmm, que, en fait, je voulais être authentique puis très transparente envers les gens. J'ai un bac en marketing des HEC et tout ça, mais pas une spécialisation en communication. C'est aussi gênant, tu sais, quand on est quelqu'un qui veut rester dans l'humilité, de dire, bon, je me mets de l'avant, le propriétaire, le fondateur qui parle de lui, de sa business, mais les gens accordent beaucoup d'importance à ça au niveau de la crédibilité. Tu sais, aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, tu veux voir le chef. C'est qui est derrière ça?
On veut encourager local. On est fiers au Québec aussi d'encourager les entrepreneurs locaux. C'est un choix, en fait. Tu sais, moi, j'ai des partenaires extraordinaires, deux co-CEO qui travaillent avec moi. Moi, je suis présidente de tout ça. Eux, ils aiment mieux rester un peu plus dans l'ombre. On célèbre les victoires ensemble. Fait que, tu sais, c'est Hmm. de choisir qui prend la position de vocal aussi de l'entreprise. Puis je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on a d'être communicateur, de inspirer nos équipes aussi, tu sais, de les voir, de voir nos dirigeants prendre parole dans le marché, tout ça, ça l'inspire les équipes. Tout ça en restant authentique et humble, là, bien sûr. Hmm. Donc, c'est ça. C'est pas tout le monde qui ose le faire. Moi, quand je donne un petit 24 heures à l'école de Beauce, je dis vraiment aux propriétaires, là, prenez la parole, même si c'est petit, sur votre Facebook, sur les médias sociaux, exprimez-vous au marché, exprimez-vous à vos employés. Ça a de l'impact. T'sais, on peut avoir la meilleure intention C'est possible. sûr. Si on la communique pas, qui le saura? T'sais, on inspire qui? Là? Ils peuvent pas nous voir au quotidien par l'exemple. Ils sont pas tous à côté de nous. Donc, il y a une mission des propriétaires vraiment d'être des communicateurs, Hmm. d'augmenter leurs skills en communication. Et on voit ça de plus en plus. Hein. Les entreprises de plus en plus sont humanisées par un fondateur, une fondatrice qui représente les valeurs de l'organisation. Et clairement, on voit que ça a du très bon sur la croissance. Plusieurs belles entreprises au Québec. Tu es un bel exemple avec Dermapur, mais on a vu aussi Judith Fetzer avec Cookit, Nicolas Duvernois avec Pure Vodka. On dirait que ça devient vraiment une approche, un outil marketing pour beaucoup d'entreprises de mettre le fondateur devant l'organisation. Clairement, ça a du bon parce que j'imagine que la visibilité médiatique que tu as pu avoir en faisant le travail que tu as fait, ça t'aurait coûté beaucoup d'argent si tu l'avais investi en publicité à la place, là. Ah, c'est certain. Je me souviens d'une époque où on faisait des campagnes, une année qui était une année qui est très difficile là, quand je faisais le rachat d'un actionnaire. Je pense en 2011, on s'était fait un meeting avec ma personne de marketing. Je n'avais juste une à l'époque. Puis j'avais dit, on doit toutes sortir les stratégies qui coûtent rien. Tu sais, on avait vraiment misé sur le viral et puis j'avais invité, on a démarré le gym de la peau où est-ce qu'on invitait des personnalités connues à venir nous parler de leur routine beauté. Moi, quand j'appelle mes stars pour venir à l'émission, je dis pas j'aimerais ça que tu essayes un soin chez Dermapur, mais ce que je veux entendre de cette personnalité québécoise-là, c'est quelle est sa routine beauté, quelle est sa relation avec prendre soin de sa peau. Puis on fait un petit clin d'œil à la fin d'un soin qu'ils viennent faire chez nous, mais ces capsules-là sont devenues virales. On a utilisé, partage sur ton mur de Facebook et tout ça, tag un ami. Puis à un moment donné, il y avait des campagnes qui avaient 300 000 clics, là, ça nous avait rien coûté. On était très créatifs dans ce temps-là. Bon, c'est difficile de faire autant de magie aujourd'hui avec les engins derrière Google et Facebook et tout, mais c'est de trouver des façons, en fait, oui, avec le fondateur. Si le fondateur n'a pas d'aptitude de communication, bon, habituellement, il doit en avoir là, pour l'ensemble de l'équipe, mais Bien sûr. s'il ne veut pas être mis de l'avant, il peut avoir un porte-parole interne là aussi qui prend la parole. Ils peuvent créer des capsules, des séries web et tout se passe dans le web aujourd'hui. Donc, de faire shiner les propriétaires. Tu sais, moi, je suis vraiment pas seule là-dedans maintenant aujourd'hui. Je suis toute entourée d'actionnaires très importants. Veulent pas tous être dans les médias nécessairement. Mes deux co-CEO sont des très bons speakers aussi. Francis Maheu et Jason McWhirter. Jason est médecin, avait un ensemble de cliniques aussi dans l'Ouest. Puis Francis, c'est vraiment un gars de finance et de merger acquisition qui est un super communicateur aussi volubile. Donc, dans nos meetings internes, ils prennent aussi la parole dans la presse. Francis a fait des articles aussi. Donc, nous, on est vraiment un trio qui a intérêt à s'impliquer. On veut pas seulement communiquer avec les patients. Tu sais, les patients, ils me voient moi beaucoup. Bon, je suis la femme de 45 ans maintenant dans l'histoire. Je suis un peu mon marché cible. Et les gars, eux, ben aussi l'importance de la communication à l'interne, c'est que les médecins soient très engagés avec nous. Donc, Jason vient vraiment parler le même langage qu'eux, Francis au niveau de la finance. Fait que je pense que de se faire une petite équipe, que ça repose pas sur une seule personne, c'est important. Ça représente aussi comment on gagne en équipe, là. Intéressant, fascinant même. Marilyn, j'aimerais parler peut-être de la deuxième phase de croissance parce que là, on voit que de 2009 à peut-être environ 2013, tu trouves ton air d'aller, peut-être même 2014, tu ouvres une,
2, 3 succursales. Et c'est en 2014, tu me corrigeras si je me trompe, que vient s'intégrer une nouvelle phase de croissance à l'entreprise. Un moment que j'ai pu voir en faisant mes recherches que tu cherchais pas d'autres actionnaires. Je pense que tu avais eu certains soucis dans le passé avec des partenaires, qu'au départ, ça se déroulait bien, à la fin, c'était un petit peu plus compliqué. Mais tout de même, tu rencontres des gens. L'équipe de Function Lab, eux, ils sont dans une catégorie distincte à la tienne, mais tu sens que si vous faites une association, ben ici, ce ne serait pas une addition qui va se dérouler, mais clairement une multiplication parce que vous êtes complémentaires, vous êtes capable d'aller servir un plus grand marché. Comment ça se déroule, cette rencontre-là ici? C'est ça, il faut se laisser porter là, quand on dit les fondateurs, c'est des gens souvent visionnaires, créatifs, un peu naïfs, tu sais, on reste toujours ouvert à toutes les opportunités. Moi, je m'étais dit plus d'actionnaires dans ma compagnie. J'avais racheté mon premier actionnaire qui était un amoureux à l'époque. Ça avait été difficile. Je me disais à quoi j'ai pensé de mélanger tout ça. Ceci dit, à l'époque, j'ai 3 cliniques qui vont bien, Sherbrooke, Montréal, Québec. Et le président de Functional Lab, Éric Geoffrion, à l'époque, m'appelle pour une rencontre. Là, je dis, vous n'êtes pas les propriétaires de Jouviance en pharmacie, qui pour moi est un grand succès québécois. Oui, et tout, mais on a une autre ligne de produits qu'on aimerait te présenter pour les cliniques Dermapur. Donc, ça s'appelait Functional Lab les produits. Et dès la première rencontre, la conversation a complètement divergé des produits Hmm. et des services. Et là, on s'est dit, imagine si on met tout ça ensemble, l'intégration d'avoir ensemble les produits, les services, vraiment une intégration verticale. Pourquoi on met pas tous nos efforts ensemble? Fait que moi, ça m'a vraiment chamboulé. Là. Ce premier jour-là, ils ont visité une de mes cliniques dans le Vieux-Montréal, puis j'avais une ouverture de 90 minutes dans mon horaire. On a enchaîné sur leur bureau chef. À l'époque, ils lançaient les parfums de Jouviance. Hmm. On a essayé les parfums. J'ai vu l'équipe. J'étais comme, OK, c'est une super équipe créative qui pourrait m'aider à supercharger mon concept et Sûr. faire arriver mon rêve un jour d'être à l'international. Fait que 2, 3 rencontres plus tard, on parlait déjà de comment on pourrait faire ça. Ça a été des longues négociations pour que je joigne le groupe Functional Lab, que j'ai mes parts là-dedans, qu'il y ait les parts dans Dermapur. Comment on crée un équilibre qui plaît à tout le monde. À l'époque, bon, nos compagnies étaient à peu près de grandeur similaire. Jouviance Functional Lab un peu plus grand, mais on voyait tout le potentiel dans Dermapur d'une accélération très importante au niveau du service. Donc voilà, ça a pris 6 mois. On a négocié ensemble, puis on est devenu, je dirais, pas juste un trio. Là. Moi, Éric et Francis. Éric qui est tout le côté créatif, tout le branding de ce qu'on fait, autant dans les produits que dans les services. Il y avait aussi Roger Soutine, qui était un actionnaire important, qui avait créé Jouviance, en fait, qui avait joint le groupe Functional Lab. Roger, biochimiste, créait les produits, tout ça, donc le scientifique derrière tout ça. Eux, ils s'appelaient les 3 mousquetaires, mais dans les 3 mousquetaires, il y a D'Artagnan. Et puis là, c'était moi, ça, je leur disais, et où la femme dans votre histoire de beauté? Ils ont dit, c'est bien vrai, il nous manque D'Artagnan. Fait que on trouvait ça très Hmm. drôle. Fait on a dû s'adapter, puis on a décidé de travailler ensemble. Et cette première année-là, suite à notre partenariat en juillet, on a ouvert 2 cliniques, puis on a créé 20 produits supplémentaires. Wow. Tout ça avant la fin de l'année. Fait que je savais que j'avais fait une entente avec des gens qui allaient vraiment porter beaucoup plus loin le projet. Et les ventes directement dans les succursales existantes, est-ce que tu le vois très rapidement qu'il y a une adoption au niveau de ta clientèle? Des produits Functional Lab? Oui, Oui, on a intégré ça. En fait, nous, les ventes sont très dirigées. Hein. Les techniciennes, bien ils ont une sûr. approche médicale et tout ça. Donc, tu sais, ce qui se vend dans une clinique esthétique médicale, c'est beaucoup plus grand qu'un point de vente de pharmacie. Là. Fait que Bien pour eux, ils sûr. comparaient ça puis ils disaient, c'est fou, là, des cliniques qui vendent, je sais pas, 300 000 à 400 000 de skincare par année. Si on intègre ça dans une pharmacie, on n'atteint jamais ces chiffres-là là, dans un point de vente de pharmacie. Fait que c'est une offre très contrôlée. À Hmm. l'époque, on a rentré Functional Lab dans toutes mes cliniques. On a créé des cliniques. Puis quelques années plus tard est venu L'Oréal aussi, là, mais ça a été vraiment une croissance par acquisition. Donc, avec eux, on a fait quelques ouvertures au Québec. Puis on s'est dit, pour accélérer, il faudra faire des acquisitions. Puis on a commencé par Vancouver, rien de moins.
Et parlons-en un petit peu de ça, parce que c'est là qui est intéressant et que je crois que le terme deuxième phase de croissance s'intègre bien. Tu lances au début, tu trouves ce qu'on appelle en anglais, pardonnez-moi l'anglicisme, le product market fit. Tu ouvres 3 succursales, la croissance est bonne, tu fais une association qui fait énormément de sens. On vend des produits, donc on est capable de contrôler littéralement notre approvisionnement. On contrôle également ce que notre consommateur va avoir. Donc on le sait que le produit qu'il va avoir entre les mains est un produit de qualité. Bref, c'est vraiment une entente gagnante-gagnante pour le consommateur, pour l'entreprise. Effectivement, je vois par la suite que les croissances par acquisition se mettent en place. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans une clinique que vous voulez acheter? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est l'équipe? Je serais curieux de t'entendre ici. Mhm. C'est vraiment l'ensemble parce qu'en fait, dans notre domaine, tout, tout porte sur la réputation du médecin. En fait, là, tu sais, les gens vont faire confiance à un individu. Donc, un individu qui a bâti une pratique pendant 20-25 ans, ça me permet d'accélérer beaucoup plus vite. Tu sais, c'est des cliniques qui sont en moyenne à 3 millions de chiffre d'affaires. Hmm, On gagne un 10-15 ans versus faire des ouvertures organiques. On va chercher la crédibilité du médecin qui joint le groupe. On fait des ententes long terme avec eux pour que eux ils soient libérés de l'administration. C'était ça le concept de Dermapa, vraiment aider le médecin à se concentrer sur les patients et non pas avoir à faire les ressources humaines, le marketing et tout. Donc, moi, fille des HEC, j'ai créé un modèle qui supportait le plus possible le médecin dans ça. Puis, ça parlait à beaucoup de médecins. Donc, au départ, c'était souvent des médecins qui voulaient aller vers la retraite dans 5 ans. hmm. Et rapidement, j'ai aussi des jeunes médecins qui nous ont approchés en disant, moi, j'aimerais travailler chez vous. Moi, j'aimerais ouvrir une clinique. Moi, j'ai déjà une clinique, mais je voudrais la supercharger avec vous. Fait qu'on a adapté notre modèle, encore une fois. On est des gens qui s'adaptent très, très vite pour avoir une offre qui plaît à tout le monde. Donc, on a une offre très, très flexible. Là, j'en donnerai pas toutes les couleurs, mais en fait, les jeunes médecins trouvent leur compte parce qu'ils participent à la croissance. Les médecins qui vont vers la retraite trouvent aussi leur compte pour diversifier leurs finances et tout ça et s'assurer que leurs équipes ne vont pas perdre leur emploi. Tu sais, souvent, les médecins mettaient la clé dans la porte. Ils avaient fini leur carrière, ils avaient fait des bons bénéfices. Donc, on a été pas mal seuls sur le marché pendant quelques années à faire ça. Puis rapidement, il y a d'autres groupes qui sont arrivés. On est comme 4 grands groupes au Canada versus d'autres pays. On vit vraiment une consolidation extrêmement rapide actuellement. Fait que partout où j'allais pour faire des propositions, il y avait les autres groupes, dont un qui ressortait beaucoup. Puis là, j'accélère dans l'histoire, là, mais qui était le groupe FYI Doctor, là, avec qui on est partenaire Puis on va aujourd'hui. y venir. Ça, c'est ce qu'on appelle la troisième phase de croissance, Ouais, quasiment, c'est je ça. pense. Mais je serais curieux de t'entendre, par contre, quand tu fais les acquisitions avec les cliniques, bon, aujourd'hui, je pense que c'est à peu près quoi, 68, 69 cliniques que vous avez? 70 ne sont peut-être pas toutes annoncées, mais ouais, ça continue effectivement de faire des partenariats. Mm. En tout cas, félicitations, c'est assez extraordinaire. 70 cliniques, wow. Euh, le modèle qu'on prend ici, est-ce que c'est un modèle de où est-ce qu'on contrôle littéralement toutes les cliniques? Est-ce qu'on a voulu peut-être même penser un modèle de franchise? Comment tout ça s'est mis en place et comment peut-être même tu vois la suite pour les différentes cliniques? Mhm. Nous, je pense pas que jamais on va faire des franchises là, parce qu'on veut vraiment, tu sais, c'est un marché délicat où est-ce qu'il peut arriver des bévues et tout ça, où est-ce Donc, que on veut tout contrôler, là. ouais, mais tu sais, c'est un grand mot. Là, on veut travailler en partenariat avec chacun de, tu sais, les gens qui s'associent à nous, ils savent de quoi on est fait. Hmm, On est tous un alignement au niveau des valeurs, de l'offre de service. Et souvent, on a dit non à des gens. Là, honnêtement, j'ai vu des bien sûr. cliniques à 10 millions de chiffre d'affaires que je me disais, il y a un misfit avec le propriétaire qui a sa façon de travailler qui nous ressemble pas. Fait que, tu sais, nous, de garder l'approche résultat naturel, la sécurité en premier, tout ça, là, c'est prioritaire dans notre offre de service. Et j'ai vu d'autres modèles dans le monde qui font de la franchise et ça semble pas vraiment facile. Beaucoup de cliniques sont en revente et tout ça. Donc, nous, on veut un modèle qui va faire le tour du monde dans lequel les patients vont savoir que peu importe où ils voyagent dans le monde, ils vont avoir une qualité de service puis une sécurité. Donc, c'est ça. C'est vraiment un modèle contrôlé. Oui, effectivement, à 100%. Il n'y a pas de... En fait, nos médecins ont le choix d'avoir un certain nombre d'actions, là, tu sais, Hmm. à plus petit niveau. Ah, Mais ultimement, on a le contrôle. Fait que, tu sais,
pour avoir un jour une ampleur internationale, être dans d'autres pays, il faut pouvoir contrôler tous les aspects aussi de la structure financière, là, d'actionnariat et tout ça. Donc, c'est très, très bien organisé là, par, entre autres, mon associé Francis, qui est spécialisé là-dedans. Donc, j'ai la tête en paix de ce côté-là. On est super bien équipés. Intéressant. Et bon, par la suite, tu le disais, il y a une consolidation. Il y a plusieurs groupes qui s'installent. Ouais. Tu as parlé de FYI. Peut-être tu veux nous parler un petit peu comment ces discussions-là se sont abordées, parce que là, maintenant, il faut le dire, il y a plusieurs investisseurs. Ouais. Le premier d'entre eux, c'est lui que je viens de mentionner, là. Oui, mais en fait, c'est pas eux les premiers qui sont venus en fait cogner à notre porte. Puis là, c'est là qu'on a sauté peut-être une étape là, à travers la fin de la phase 2 puis le début de la phase 3. Il y a environ 3 ans, le L'Oréal est venu chez nous, donc L'Oréal Paris. Ils ont un fonds d'investissement qui s'appelle Bold, qui est aussi basé à Paris, puis qui font des investissements un peu partout dans le monde dans des compagnies avant-gardistes. Ils ont regardé le secteur, l'ensemble des networks qui existent dans le monde, du Canada aux États-Unis à la Chine, puis c'est vraiment en nous qui ont décidé d'investir. Fait que ça, c'est vraiment un très beau signe de confiance. On est content. C'est pour moi de me rendre à Paris, de rencontrer les hauts dirigeants de la division dermatologie active. C'est rare que j'ai des moments où est-ce que je réalise où est-ce qu'on est rendu, mais là, quand les premières fois que je suis allée à Paris en rencontre et tout, je me disais, waouh, on travaille fort, puis je suis contente qu'on mérite ces petits moments-là où est-ce que on se dit, waouh, on est reconnu, la petite compagnie québécoise de faire des belles choses et surtout de bien travailler. T'sais, eux, ce qu'ils mentionnent, c'est l'équipe opérationnelle derrière. L'Oréal, c'est toujours spécialisé en produits, donc c'est un premier investissement dans le service, dans leur histoire. Encore une compagnie privée, L'Oréal, hein, je pense que la famille possède encore 30%. Donc, eux sont actionnaires minoritaires. Ça a envoyé un bon message dans le marché aussi. J'imagine. À travers la consolidation, puis eux, à travers ça, ils ont rentré ça devenait un réseau pour rentrer SkinCeuticals, qui est leur plus grande marque mondiale de skincare dans le médical. Donc, on a dû revoir l'ensemble de nos cliniques, toutes les présentoirs, les panels pour avoir Functional Lab et SkinCeuticals à côté. Ce qui est génial pour les patients, ils aiment avoir du choix. Si un acide glycolique ne fit pas dans une marque, on le fait dans l'autre. Il faut être objectif, donner du choix aux patients. Donc, 2 belles marques side by side. On est fiers que Functional Lab soit à côté de SkinCeuticals aussi, parce que Functional Lab est une grande marque canadienne médicale. Donc, tout ça, on l'a fait arriver. On a déployé ça dans nos cliniques. Là, ça fait 3 ans. Puis là, la consolidation avançait, donc phase 3. Beaucoup de joueurs, les prix augmentent, les facteurs multiplicateurs augmentent. Et il y a 1 an environ, maintenant 1 an et demi, on a commencé à parler avec le FYI Doctor. J'avais entendu parler d'eux là, au début. Les gens me disaient, est-ce que tu sais c'est qui ce groupe-là? Parce qu'ils nous ont aussi approchés, mais j'ai dit, ils sont dans la lunetterie. Je comprends pas le lien, pourquoi ils s'en vont dans l'esthétique. Bon, ils ont 500 cliniques optométriques au Canada, dont Bon Look au Québec, dont Visic au Québec. Donc, FYI est une grande entreprise médicale, en fait, au Canada, puis ils ont décidé de se lancer dans l'esthétique. Donc, d'ouvrir une division esthétique. Ils sont allés ultra rapidement en acquisition, puis ont fait 38 acquisitions en 24 mois. Et tout le monde a des brands différents. Il y avait, l'équipe opérationnelle n'a pas eu le temps de se mettre en place là, dédiée à l'esthétique. Donc, quand on a commencé à parler, nous, on voyait le bénéfice de ces 38 cliniques-là qui sont plus dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'on est un petit peu moins présent, centre-ouest. Nous, on est très, très fort au Québec. Donc, on voyait vraiment un super fit territorial. On voyait un alignement des valeurs très important. Puis on voyait 2 entreprises de grandeur pratiquement identiques pour faire un merge équivalent, que personne se sente acheté par personne, mais qu'on fasse un vrai mariage. Ça, c'est très rare, ça arrive. Donc, ça a pris 1 an de négociation pour vraiment tout bien faire arriver ça. Préparation, négociation, ensuite engager tous les médecins là-dedans. Ça fait 7 mois là, que le merge a eu lieu. Donc, par le fait même, on est devenu le plus grand joueur au Canada. Puis, ça l'a évidemment envoyé un message très clair au marché. Les médecins qui hésitaient entre les 2 groupes disent maintenant, ben vous êtes le groupe
ensemble. Fait que nous, ça l'a vraiment accéléré encore plus notre déploiement ici au Canada. Puis ça nous permet de éventuellement penser à se déployer dans les autres pays. Et dis-moi, les 38 succursales, est-ce qu'elles portent le nom de Dermapur? Ben, en fait, cette année, on pense sur 38 avoir l'occasion d'en tourner une vingtaine parce que ça prend beaucoup de Ah, choses. Ça prend le back-end comptable, système d'opération, plus le rebannering physique, donc la construction, mettre le nom, après ça, tout le marketing web. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à intégrer. Mais on pense en avoir tourné là, une vingtaine à la fin de l'année, puis wow. conclure dans les 18 mois l'ensemble des 38. En parallèle à ça, on fait une dizaine encore de partenariats nouveaux par année. Donc, ça embarque par-dessus. Fait qu'on a des grandes équipes d'intégration, les SWAT teams qu'on appelle, qui débarquent, qui font toutes les étapes. Et c'est pas un cookie cutter. Là, il y a certaines cliniques qui ont déjà nos systèmes. Il y a certaines cliniques qui ont déjà un décor qui fait parfaitement bien avec Dermapur. Donc, c'est de s'adapter là, et de personnaliser notre approche. Donc, on a différents agents dédiés à ça là, qui orchestrent toutes les étapes d'un rebannering qui est excessivement demandant parce qu'en parallèle à tout ça, on change les systèmes présentement. Donc, on passe vers le sans-papier, l'automation, les CRM. Fait que, tu sais, d'aller donner de la profondeur à l'expérience client. Fait que c'est l'année la plus demandante de l'existence de Functional Lab Dermapur. C'est totalement fascinant. C'est assez incroyable ce qui vous arrive en ce moment. Mais bref, vous l'avez mérité, vous l'avez travaillé. Et de ce que je comprends, ça veut dire qu'eux sont vraiment, pas que ça, mais un des points qui les intéressait le plus dans la fusion, c'est le brand. Donc, c'est ce que tu avais construit vraiment à la base. C'est ce qui te représente le plus, là. Oui, ben en fait, on est content que ça devienne Dermapur. On a une seconde brand qui s'appelle Project Skin à Vancouver, fait qu'on va en faire quelques-uns aussi. Même type de service, vraiment look and feel un petit peu différent. Marque que L'Oréal aime beaucoup aussi. Donc, en fait, on a choisi que ce soit Dermapur. Toutefois, on est ouvert à toutes les best practices. On va amener ça à l'autre niveau toujours. Donc, on a créé plein de comités avec tous les gens des deux côtés pour vraiment rebâtir notre culture ensemble. T'sais, moi, je veux pas en aucun temps imposer la culture Dermapur. Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter. La culture, t'as beau en parler, faire des PowerPoint, puis essayer de dire les gens vont comprendre. Pour moi, la culture, c'est pas ça. C'est à travers nos actions, à travers les gens qu'on choisit, on va se définir au fil du temps. Fait que, tu sais, est-ce qu'après 7 mois, la culture est claire, alignée, tout ça? Non, on a nos valeurs claires et je pense qu'en mettant en action les valeurs qui sont We Care, We Empower, We Dare, donc le courage, We Innovate, ces 4 valeurs-là qu'on nurture, et là je parle français-anglais, mais c'est à travers le temps, tu sais, il faut se donner le temps. Moi, les gens disent, ah là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est engagé. C'est sûr, ça fait 7 mois. C'est 2 ans, tu sais, pense à ça. On change tous les systèmes, les opérations, le brand. Tu sais, tu travailles plus pour le médecin, tu travailles pour Dermapur. Il y a tellement de choses en mouvement que laissons ça se déposer. 1 an de changement, 1 an qu'on se dépose. Ensuite, on peut dire, ah, je fais partie de ça. Tu sais, j'ai passé à travers telle étape, telle épreuve, telle victoire. Donc, pour moi, la culture se définit avec le temps. Elle est là. Il y a un fondement profond dans Dermapur. Tu sais, nous, les filles s'appelaient les dermapuriennes au Québec. On est très fiers. Tu sais. Les gens de l'Ouest se disent, il y a un gros play au Québec, Dermapur, c'est francophone, tout ça, mais tout se définit. Tu sais, L'Oréal, c'est un bel exemple, c'est mondial. Là. La culture L'Oréal existe. Il y a des couleurs un petit peu dans chacun des pays. Donc, donnons-nous le temps de nous redéfinir ensemble. Là. Tu sais, moi, c'est le message que je dis à mes partenaires et à nos équipes. Et avec du recul aujourd'hui, parce que vous allez tellement vite avec les acquisitions, les fusions, est-ce que vous allez en réouvrir vraiment de zéro ou c'est plus nécessairement la stratégie? Court terme, non, je vois pas des ouvertures qu'on appelle de novo là, parce qu'on fait bien en acquisition, en partenariat. On dit toujours partenariat en fait parce que nos médecins deviennent actionnaires aussi un petit Ah, peu là, donc c'est notre modèle.
Est-ce qu'un jour, il va y avoir des ouvertures? Sûrement. Je pense que ça va devenir une stratégie moyen terme, là, une fois qu'on aura choisi comment on complète le Canada, un jour comment on complète les États-Unis, mais le target aux US va être différent, c'est grand. C'est 10 fois plus grand que le Canada, Bien là, donc sûr. on ne veut pas révéler nos stratégies. Ils n'ont pas commencé, mais c'est sûr qu'on va regarder des groupes qui font déjà très bien là-bas. On veut s'adapter à la culture aussi, tout ça. Donc, on va s'adapter encore une fois. Il faut être très, très, très flexible. Ça doit donner de l'ambition, tout ça. Travailler avec des groupes de la sorte, des groupes qui se sont installés un petit peu partout. Est-ce que, personnellement, ton ambition a changé dans les dernières années? Je vise encore d'avoir des cliniques dans chaque grande ville du monde. Là. Tu sais, moi, je me dis, je ne lâcherai pas jusque-là. Je pense que Dermapur, c'est une entreprise qui peut aller à 1 milliard de chiffre d'affaires de mon travail avec l'équipe actuelle, là, de mon vécu encore dans les années à venir. Là, on a tous un target financier quand même, il faut l'avoir. Là. Bien sûr. Et un jour d'être entouré de plus en plus de partenaires stratégiques qui vont nous aider à déployer à grande échelle. Fait que moi, je suis de style... je suis toujours dans le sentiment d'urgence. Toujours, il faut aller vite. La performance, c'est comme ça que je suis faite. Là. Donc, je veux gagner à court terme, je veux qu'on soit efficient. Mon défi à moi comme entrepreneur dans une aussi grande croissance, c'est d'apprendre à relaxer, à me reculer, à être de plus en plus stratégique. J'aime m'entourer des gens Pour quelle très... raison, Marilyn, je serais curieux, excuse-moi de te couper, mais pour quelle raison tu as besoin de relaxer? Pour quelle raison tu penses que c'est important de relaxer? Parce que je te vois aller, tu as l'air d'être passionné, tu as le couteau entre les dents. Qu'est-ce qui te fait dire, selon toi, que tu as besoin de relaxer? Ben parce que je suis tellement dans l'action puis dans les décisions qu'il faut que je m'amène moi, je me force à m'amener dans la stratégie puis pour être certain que je dirige les gens dans la bonne direction. Fait que, tu sais, j'ai aucun doute que moi j'exécute beaucoup, les gens autour de moi exécutent, on est go go go, mais mon style doit évoluer vers un peu plus de temps stratégique. Tu sais, c'est le défaut des entrepreneurs qui commencent à zéro là, c'est que on est des battants, on va à la guerre, ces 5 premières années difficiles, j'ai tout fait, j'ai fait des 14-16 heures par jour, je travaille le week-end. Tout ça, là, on le sait que les gens se défoncent au travail, mais tu sais, pour que tu deviennes un bon président, un bon CEO et toutes ces positions exécutives-là, ça prend de la réflexion. Puis la réflexion, si tu es brûlé à faire de l'action, tu l'auras pas, ça viendra pas. Tu sais, fait que d'avoir des retraites stratégiques, de tenter de déléguer le plus possible, de prendre le temps. Fait que, tu sais, tout ça va servir l'ensemble de l'œuvre. Fait que moi, mon plus grand défi, c'est cette transition-là. Tu sais, j'ai une coach, on travaille là-dessus, mais c'est de bloquer dans mon horaire des moments où est-ce que c'est de la réflexion stratégique. Puis ça vient assez vite, là, honnêtement. Avant, je le vivais quand j'étais en vacances. Là, tu sais, les 2-3 premiers jours, je me reposais. Puis après ça, j'ouvrais mon petit black book, puis Ouais. j'écrivais tous les objectifs de l'année, puis j'alignais les choses. Puis c'était les moments où j'avais le plus de créativité. Même chose avec mes équipes. On partait pour les clubs du président, puis après 2 jours, on se mettait à avoir des idées folles, intéressantes. Donc, de bloquer du temps pour la stratégie plusieurs fois par année, seul, avec d'autres exécutifs, c'est crucial. Fait que, tu sais, moi, je suis en train de mettre ça en place, c'est mon défi de cette année, malgré qu'on était à la course, puis que, tu sais, je veux servir tout le monde, répondre aux expectations. Je suis obligée de me ralentir un peu, m'assurer que moi aussi, ma santé suit, là, tu sais, que je dors bien, j'ai le temps de m'entraîner, tout ça. Souvent, on coupe sur notre personnel. Donc, c'est ça, mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Et dis-moi, ton rôle a dû totalement changer entre la personne qui gérait une première succursale à Sherbrooke en 2009 à une deuxième succursale, une troisième succursale. Ultimement, tu t'es mis à faire de l'acquisition, des fusions, tout ça. Le rôle de Marilyn Gagné aujourd'hui dans l'organisation, ça ressemble à quoi? C'est une très bonne question parce que moi, je me posais tout le temps avant, ça fait quoi le président d'une grande entreprise? De quoi sont remplies ses journées? Fait que le défi, c'est que souvent, quand ça monte à toi, là, au niveau du président qui supervise les opérations, c'est qu'il y a des problèmes assez importants. Fait que Ouais. comment on va régler ça? Quand les gens n'ont pas pu régler eux-mêmes, ils viennent vers moi ou ils vont demander une approbation.
Fait que mon défi, c'est de balancer mes journées entre régler des problèmes, tu sais, pour aider mes équipes et vraiment me continuer m'inspirer avec des meetings un peu plus créatifs vers bâtir et tout ça. Moi, tout ce qui est partenariat, acquisition, je trouve ça énergisant, ça me passionne. Quand j'ai le temps de faire ça, il y a des équipes maintenant dédiées à ça. Mais quand les gars me disent «Ah, tu peux-tu faire un suivi sur tel compte si la personne hésite et tout», là, moi, ça me fait triper closer des deals. Là. Vraiment, je préfère ça à temps plein. Je crois au produit, je crois où est-ce qu'on s'en va. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de balancer mon horaire entre ça, aider, trouver des solutions pour les exécutifs, donc le Senior Leadership Team, être dispo pour eux, être dans la créativité parce que j'ai un bac en marketing, puis moi, driver le brand, tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Fait que quand je suis en meeting avec les gens de marketing, je me réénergise et continuer à faire des acquisitions. Fait que, tu sais, j'ai visité des groupes aux États-Unis, j'ai visité des médecins qui ont des super grandes pratiques. Écoute, ça me donne du gaz, là, vraiment beaucoup. Fait que mes journées, c'est des rencontres vidéo du matin au soir. Quand je peux, je vais sur la route. Quand je suis fatiguée, je vais sur la route puis je me dis, OK, je vais aller me connecter avec les équipes, rencontrer les équipes, tous les niveaux de position, de leur donner un message, en fait, de parler du purpose, des valeurs. Ça me fait beaucoup de bien. Je rêve de prendre un VR puis traverser le Canada puis faire des entrevues avec chacune des équipes, leur faire à manger avec un petit barbecue, puis tu sais, tout modéliser le camion là, pour traverser jusqu'à Vancouver, reprendre l'avion. Fait que ça, c'est un projet que je caressais avant le COVID. Là, bon, il y a le merge. On dirait que j'ai pas le temps de prendre 2 semaines pour ça, mais je suis passionnée par la culture, prendre soin des gens. Tu sais, quand les gens viennent me voir puis me disent, je suis empower, je m'amuse ici, c'est du bonheur. Ça, c'est ma récompense. C'est ma vraie paye. C'est les meetings annuels quand je vois les gens qui sont transportés par la mission. Oui, il y a des petits complaints au quotidien, ça c'est pas réglé, on manque de ci, de ça dans un merge, mais de sentir qu'on s'attache tout le monde ensemble comme une grande famille, là, moi ça c'est ma paye. Tu sais, je suis pas motivée personnellement par mon personal wealth. Je sais qu'il est là, je sais que ça va venir. Comme je dis, on n'est pas des gens qui se payent des dividendes, on est sur le long run. Fait que moi, ma motivation, c'est je crée de l'emploi, je fais du bien aux patients, les médecins sont contents de travailler chez nous. Fait que, tu sais, ma paye, c'est ça. Fait que mon quotidien, c'est énormément de rencontres où est-ce que je dois prendre des décisions et écouter les gens, en fait, parce que de plus en plus, on a des gens forts. Fait que, tu sais, moi, il faut que je sois en mode plus collaboratif que décisionnel. Fait que, tu sais, j'ai amené des A-players, fait qu'il faut que je leur donne de l'espace. Aussi un défi. Tu sais, moi, j'étais habituée de tout décider. Là, le monde venait à Marilyn, c'est blanc, c'est noir. Les gars de finance disaient la même chose. Là, Marilyn va décider, c'est elle le concept. Fait que, tu sais, comment, avec une équipe senior de leadership, je laisse la place à tous ces gens pour m'amener les réponses, tu sais. Fait que je suis dans une grande transition. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de très passionnant de ton côté. Dis-moi, les 12, 24, 36 prochains mois, qu'est-ce qui attend d'Hermapur? Terminer l'intégration de notre beau merge, sentir dans ces 12 à 24 mois-là que les gens sont engagés derrière ce brand d'Hermapur qui nous appartient tous. C'est pas que Marilyn Gagné, c'est pas que Functional Lab, c'est tous les gens qui en font partie s'approprient cette marque-là. 36 mois, on va être rendu aux US, c'est certain. 5 ans et plus, peut-être même dans d'autres pays, là, mais c'est sûr qu'une fois que je vais sentir que le Canada est très bien rodé, que les gens sont confortables et tout, on va se permettre de passer un peu plus de temps à l'extérieur et qui sait, en fait, avoir des partenaires stratégiques encore plus impliqués pour là, nous amener, là, phase 4 et 5, là, vraiment à l'autre niveau d'un déploiement mondial, d'aller vers 1000 cliniques à travers le monde. C'est des histoires québécoises, il y en a là, du Haritza, du Lululemon. On a un côté retail aussi, là, on est dans skincare. Fait que notre brand soit déployé fièrement à travers le monde, puis que j'ai une équipe un jour assez forte pour dire, OK, j'ai le droit de me retraiter dans 15-20 ans, puis je sais que c'est en sécurité. Là, ça, c'est déjà dans ma tête. Tu sais, ça me stresse parce que c'est comme un peu mon bébé. Je serais triste de voir que ça va pas bien. Là. Fait que, tu sais, comment moi, je mets tout en place avec mon équipe pour que dans 15-20 ans, je puisse
me retraiter, là, ça trotte déjà dans ma tête. C'est fantastique. C'est excessivement énergisant de t'entendre. Et dis-moi, des petites questions personnelles maintenant. Est-ce que, ben, tu parlais, hein, tu allais des fois en vacances, tu lisais, tu avais des idées. Est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires? Oui, vraiment, j'essaie d'en avoir un ou deux par trimestre là, sur lequel tu Ah, vois, j'en ai un sur lequel qui est à côté de mon bureau présentement. Great ouh, CEOs are lazy. Fait que comment bien on met tout sûr. en place pour être dispensable, en fait, puis que notre équipe soit assez forte pour que s'il nous arrive quelque chose, ça roule encore. Fait on devrait pas, nous, les présidents CEO, être dans le sentiment d'urgence puis dire aux gens qu'on fait des heures, puis j'ai travaillé en fin de semaine, je me suis levée à 5 heures du matin. On n'est pas supposé d'être là. On est supposé d'être dispo. On est supposé de, tu sais, vraiment être là de façon accessoire pour toujours rediriger les gens au niveau de la vision et tout ça. Donc, ça, c'est mon livre de chevet actuel. Mais tu sais, j'ai lu toutes sortes de choses. Je pourrais pas te les nommer là, mais ça passe par la bio de Couche-Tard, à Hmm. écouter des chroniques de McSween qui sont plus dans la finance personnelle. Mais je tente d'aller chercher tous les outils, en fait, pour vraiment bien guider mon équipe. Hmm. Et podcast, dis-moi, est-ce que tu en écoutes un peu? Non, il faut que je m'y mette parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui court à tous les matins un 3 à 5 km. Et tout le monde me dit, passe au podcast. Fait que ça s'en vient. Ma fille a un podcast aussi, 36-24. Puis j'écoute les siens, évidemment. Je vais commencer à écouter les tiens, mais on dirait que c'est justement quelque chose qui est plus dans ce déposer, là, écouter le podcast. Hmm. Faut que je m'y mette. Effectivement. D'ailleurs, on invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil au podcast 3624 que ta fille Chloé a lancé avec une de ses collègues, je pense bien, une de ses amies. C'est ça, une de ses amies, Camille, donc beaucoup plus jeunes les deux. Là. Chloé, elle a 19 ans, mais comment les jeunes voient, comment on peut inspirer les jeunes à aller en affaires aussi. Donc, le côté entrepreneurial, il est rarement couvert à l'école. Hein. Hmm. Puis moi, je trouve que les gens qui sont un peu tannants, impatients à l'école sont souvent des profils entrepreneurs. Fait que, tu sais, comment nous, comme société, on va les guider mieux pour avoir cette option-là. Tu sais, ma fille Chloé s'en va faire le bac de Sherbrooke en entrepreneuriat. Donc, merci à l'Université de Sherbrooke d'avoir développé ces programmes-là. Mais c'est encore pas assez discuté, pas assez offert à nos jeunes, cette option de devenir entrepreneur puis d'y croire dès le début. Tu sais, c'est souvent comme par accident, tu deviens entrepreneur. Est-ce que ça peut être un chemin guidé? Tu sais, fait que moi, ça, c'est une cause qui me tient à cœur, vraiment, de pouvoir influencer les jeunes. Hmm. J'aime ça donner mon temps de ce côté-là. Là, on a un petit cours d'été, camp d'été sur ça, du parascolaire aussi, le Club des jeunes entrepreneurs de demain. Donc, je m'implique dans ça, je m'implique dans certaines fondations de cancer et tout, et à l'école de Beauce, où est-ce que je donne un 24 heures 2 fois par année sur oser créer ta marque en partant du leader. Là, donc, vraiment la marque interne qui va shiner à l'externe. Fait que c'est mes petites causes où est-ce que je donne du temps. Et je terminerai. Routine, tu as parlé que tu courais le matin. Ça ressemble à quoi ta routine avant, pendant et après le travail? Ouais, avant, c'est je me lève, je vais courir, j'ai un chien, donc c'est ma motivation aussi de le faire bouger parce qu'après, je suis partie pour le reste de la journée. Aujourd'hui, je suis de la maison, fait que ça se partage entre la maison, le bureau chef de Sherbrooke, le bureau chef de Montréal. Donc, ça ressemble à ça, des vidéos presque toute la journée, des rencontres vidéo passant par les systèmes de contrôle, la comptabilité, les opérations, le marketing. Donc, les gens ont besoin de mon opinion sur tout leur département. Je vais dîner assez santé, mais si je suis au bureau, je suis dans mon bureau. Malheureusement, là, je n'ai pas l'heure pour m'asseoir avec tout le monde. Fait que je mange en travaillant. Puis vers 5 heures, si on a les petits-enfants de mon conjoint, on finit un peu plus tôt. Mais si la semaine, on n'a pas les petits, je vais finir plus vers 18 heures. Souper, on essaie de profiter du outdoor la fin de semaine aussi. Fait que monter des montagnes, faire du jardinage, très, très, très outdoor. Fait que ça me ressource. Sauna sec presque à tous les jours pour décompresser. C'est un petit 20 minutes avec des huiles essentielles, pas de son, vraiment un 20 minutes où est-ce que je coupe ma journée là, Hmm. avec soit une baignade ou une douche après, mais ça, je me change, puis là, j'entreprends le souper. Fait que j'adore cuisiner. Souvent, je vais penser toute la journée, ah, ça va être quoi mon souper, avec qu'est-ce que dans mon Hmm. jardin, tout ça. Fait que
C'est ça mon lien, beaucoup la famille, les soupers en famille, les amis, pas compliqué, je suis jamais bookée d'avance. C'est quelqu'un qui me dirait: «Je t'invite dans 3 semaines», je me commettrai pas parce que je veux prioriser comment on se sent. Fait qu'on se dit: «Ah, quelques jours avant, on se confirme». Fait que je suis plus là-dedans, là, dans me reposer. J'habite en campagne au bord de l'eau, fait que d'être juste ici avec les gens que j'aime, c'est comme ça que je me ressource. Fantastique. Écoute, Marilyn, c'est totalement exceptionnel ce que tu as bâti. Toi et tes actionnaires également, tes partenaires plutôt. Félicitations, c'est une histoire québécoise qui ne cesse de grandir et qui, je suis pas mal certain, on va voir un peu partout sur la planète dans les prochaines années. Donc, félicitations. Une belle histoire. Si on va en apprendre un peu plus sur Dermapur ou sur toi, c'est quoi l'endroit le plus simple pour vous rejoindre? Dermapur.com, on a des séries web, on a toute la suite des soins, on a les PR release aussi qui sont annoncés là. Puis, ouais, ça se passe pas mal là, même les capsules web et tout sont là. Donc, et les médias sociaux, bon, j'ai mon Instagram qui est plus personnel, là, Marilyn Gagné, mais il est ouvert au public. Donc, on choisit un peu ce qu'on partage là-dessus. Moi, je suis pas très organisée, là, les couleurs matchent pas toutes. Fait que c'est vraiment mon quotidien. La cuisine, le jardin, les enfants, la business quand je fais une tournée. Fait que, bon, si les gens, ils trouvent leur compte puis ça les inspire, tant mieux. Sinon, ben, je partage ça avec mes amis. Donc, il y a moyen d'avoir accès à moi assez facilement. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Marilyn Gagné, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci Antoine. Bonjour à tous.